Terminé. Ces portes ne s'ouvriront plus pour toi. Le matin de Noël, elle a débarqué chez moi dans une robe rouge, comme en terrain conquis, traînant Brandon derrière elle comme un trophée. Brandon, son collègue qui m'avait emprunté mes clubs de golf sans jamais me les rendre, se tenait dans mon entrée avec un sourire narquois. Ma femme tenait une enveloppe et un sac cadeau, comme si elle jouait dans une émission de télé-réalité bas de gamme. « Salut !» a-t-elle lancé d'un ton guilleret, une joie feinte suintant de chaque mot. « Joyeux Noël !» J'ai levé les yeux de la cheminée. Je savais déjà ce qui m'attendait. La tension dans sa mâchoire, l'air arrogant de Brandon, son eau de Cologne entêtante. Ce n'était même plus subtil, ça n'était plus depuis des mois. Elle m'a tendu une enveloppe, épaisse, d'où dépassaient des onglets professionnels. Brandon s'est approché, un sourire plaqué sur le visage. « C'est l'heure de passer à la caisse, mon pote, a-t-il dit, avec ce rictus qui vous donne envie de lui refaire le portrait. J'ai pris les papiers et lu 3 mots. Dissolution de mariage. Mon stylo était déjà débouchonné. J'ai signé la première page, j'ai tourné jusqu'à la ligne de signature sur la dernière page et j'ai signé à nouveau. Calme, méthodique, silencieux. Elle a scié. Le sourire de Brandon a vacillé. Ce n'était pas le scénario qu'ils avaient répété dans la chambre d'hôtel qu'ils utilisaient. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la cheminée pour prendre une petite boîte emballée, papier argenté et ruban rouge. Je me suis tourné et je l'ai tendue à son avocat, qui était perché maladroitement sur le bord de mon canapé, affichant déjà l'air de quelqu'un qui regrette tous les choix de vie l'ayant mené là. « J'ai quelque chose pour vous aussi, ai-je dit. Il a hésité, puis l'a ouverte lentement. À l'intérieur se trouvait un document plié. Rien d'ostentatoire, pas de lettre d'accompagnement, pas de mise en scène dramatique. Juste une feuille de papier juridique timbrée, avec 4 signatures et une ligne surlignée en jaune. Le visage de l'homme est devenu livide, comme s'il venait de regarder un accident de voiture au ralenti avant de réaliser qu'il était sur le siège passager. Il s'est penché vers elle, la voix tremblante. « Tu devrais commencer à l'implorer, tout de suite. » Elle a tourné brusquement la tête vers lui. « Quoi? Tu es sérieux ?» Sa main tremblait déjà alors qu'il tenait le papier. « Où a-t-il trouvé ça ?» J'ai souri sans répondre. La manière dont je l'avais obtenu n'avait plus d'importance. Il existait, il était juridiquement valide, enfoui profondément dans l'accord d'association que son père avait co-rédigé quand sa start-up technologique mendiait des fonds d'amorçage auprès des banques. Clause 7. 3. Droit de substitution de l'associé commanditaire, signé par l'investisseur passif, son propre père. Elle n'avait jamais été retirée, jamais mise à jour, jamais même mentionnée lors des levées de fonds suivantes. Elle restait là, dormante, attendant que quelqu'un la remarque. Et quand elle avait nommé Brandon directeur de l'exploitation par intérim après des questions d'éthique, sa signature avait déclenché un examen automatique et un vote de succession. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle avait signé. Ou peut-être pensait-elle que cette clause n'était qu'une décoration juridique, pas quelque chose qui pourrait réduire sa carrière entière en cendres. Brandon avait l'air sincèrement confus. « Qu'est-ce qui se passe, bordel ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Je me demande combien de réunions de travail vous avez encore de prévues au Marriott du centre-ville. »« Chambre 912, c'est ça? La même que vendredi dernier. » Il a tressailli. Elle avait l'air de s'être pris une armoire de bureau en pleine figure. C'est le moment où la plupart des hommes élèvent la voix, renversent des tables, pleurent, frappent ou supplient pour une seconde chance. Pas moi. J'avais déjà fait le calcul il y a des années. Je connaissais le moment exact où Brandon avait commencé à apparaître dans notre quotidien. Ses blagues au dîner contenaient soudain son nom plus souvent que le mien. Elle a commencé à l'appeler son jumeau au travail. Puis c'est devenu son partenaire, puis sa moitié. À un moment donné, j'ai arrêté de la corriger. J'ai juste commencé à rassembler discrètement des preuves. Maintenant, puisque vous êtes là, ai-je continué, si vous m'écoutez encore, sachez qu'apparemment plus de 90% des gens ne s'abonnent pas, même quand ils suivent toute l'histoire. L'équipe derrière tout ça vit de ce soutien. Chaque interaction aide à vous proposer des récits exactement comme celui-ci. Le genre qui ne cille pas, qui ne bégaye pas,
et qui, certainement, ne pardonne pas. Son avocat a voulu attraper son téléphone. J'ai haussé un sourcil. Vous pensez qu'appeler quelqu'un va annuler par magie un contrat que votre cliente a déjà activé? Il a lâché le téléphone comme s'il s'agissait d'un charbon ardent. Elle a tenté d'arracher le document de ses mains. Il l'a retenu. « Tu ne peux pas faire ça », a-t-elle sifflé. « Non », ai-je dit calmement. « C'est toi qui l'as fait. » Brandon a essayé de jouer les médiateurs. « Écoute, on peut peut-être tous… » Je l'ai coupé. « Tu as passé le 20 en note de frais ou la chambre d'hôtel ? Parce que j'ai le récapitulatif trimestriel de la carte de l'entreprise et le journal d'audit interne juste ici. Je veux juste savoir dans quelle catégorie tu l'as classé. Développement de clientèle ou frais personnels pour abrutis. » Il n'a pas répondu. Il ne le pouvait pas. Il était devenu livide. « Passez un bon Noël », ai-je dit en m'écartant. Puis je suis sorti de mon propre salon, les laissant là, dans un silence écrasant. Le feu crépitait derrière eux, et la mèche que j'entretenais soigneusement depuis des mois venait d'atteindre l'explosif étiqueté « clause de succession ». Elle eut un ricanement immédiat, de ceux qu'on lâche quand on fait semblant de ne pas entendre une alarme incendie. Un peu trop fort, un peu trop rapide, un peu trop désespéré. « Il bluffe », dit-elle en lançant un regard vers Brandon, lequel lui répondit par un sourire en coin un peu de travers, comme s'il s'agissait d'un énième séminaire de cohésion d'équipe qui tournait au vinaigre. Il a probablement imprimé ce document lui-même, il l'a fabriqué sur son ordi. Son avocat ne répondit pas, il ne souriait plus du tout. Il était voûté vers l'avant, les phalanges blanchies sur le papier, les yeux balayant le texte comme si lire plus vite pouvait effacer les mots déjà gravés à l'encre indélébile. « Où avez-vous déniché ça, exactement ?» me demanda-t-il à nouveau, la voix fragile, au bord de la rupture. J'ai haussé les épaules, on ne peut plus décontracter, en me servant une bonne rasade de scotch. Ça n'a plus d'importance maintenant, c'est signé. Valide et juridiquement contraignant. Vous l'avez même signé vous-même, si vous voulez vérifier. Page 3, paragraphe du milieu. C'est là qu'il y est allé directement. Ses yeux se sont fixés sur un point précis et se sont figés. Clause 7. 3. Ce n'était pas caché en petits caractères, ce n'était pas perdu dans une annexe, c'était surligné dans les documents originaux. Au marqueur jaune, un peu passé, mais toujours clair comme de l'eau de roche. Tout dirigeant promu au sein d'une ligne hiérarchique présentant un conflit d'intérêts documenté fera l'objet d'un vote de succession immédiat. Toutes les parties perdent leur droit de décision pendant la période de violation. Ça, c'était le jargon juridique. Ce que ça signifiait réellement était bien plus simple. Si tu te tapes ton subordonné, que tu le promus malgré tout, et que ton père se trouve être un associé commanditaire avec droit de veto, tu viens de rendre ta couronne, en silence, définitivement, et ce depuis des mois. À la seconde où elle a signé la promotion de Brandon, le compte à rebours a commencé. Je me contentais de tenir le chronomètre en regardant le temps s'écouler. Le truc, avec les enquêtes d'éthique, elles ne s'évaporent pas comme ça. Elles restent là, tapies dans l'ombre, dans des classeurs ou sur des serveurs. Surtout quand la personne qui a déposé la plainte disparaît avec un gros chèque et un accord de confidentialité. Ce qui est exactement ce qui s'est passé avec la graphiste junior qui est partie au dernier trimestre après avoir dénoncé un environnement de travail hostile impliquant spécifiquement, vous l'aurez deviné, Brandon. Cette plainte est allée droit au comité d'éthique. Et pendant que ma femme signait joyeusement le nouveau titre de Brandon et son bureau de direction, son nom à lui était toujours signalé dans le registre d'éthique. Marqué en jaune sous la mention « Examen en cours »,« Conflit lié à une promotion »,« Intérêt familial ». Clause 7, 3, potentiellement applicable. Elle a donné à son père, qui possède 37% de sa boîte, un flingue chargé, puis elle l'a pratiquement supplié de s'en servir. Et moi, je me suis contenté de lui tendre les balles avant de faire un pas en arrière. Brandon regarda l'avocat, nerveux. « Attendez, attendez. Vous êtes en train de dire que c'est… genre, pour de vrai ?» Sa voix a déraillé sur le « vrai » et j'ai savouré cet instant. Elle nous regardait tour à tour, désespérée, puis fixa son avocat. « Vous aviez dit que cette clause était vieille, de l'histoire ancienne. Vous me l'aviez promis. » Il ne répondit pas. Elle se pencha vers lui, aux abois. « Vous,
Vous aviez dit qu'elle serait officiellement supprimée à la prochaine assemblée des actionnaires. Elle n'a jamais été annulée, dis-je, me contentant de citer les faits. Mais je dois admirer le cran qu'il t'a fallu pour tendre une guillotine à ton propre père, pour ensuite danser dessous en talons hauts. Brandon devint livide. Pourquoi son père signerait un truc pareil? Ça n'a aucun sens. Ça, c'était une bonne question, et la réponse était facile. Son père ne m'aimait pas beaucoup, mais il me respectait. Grosse différence. Plus important encore, il détestait les scandales publics. Il croyait aux entreprises familiales, comme certains croient au caractère sacré des lignées royales. Et voir sa fille pavaner avec son amant, comme s'il s'agissait d'une conférence TED, c'était suffisant pour faire sortir de son silence même un associé commanditaire. Surtout quand il a vu les photos de surveillance que j'avais collectées. Surtout quand il a lu les SMS horodatés. Surtout quand il a découvert que Brandon avait utilisé les identifiants de direction de ma femme pour voler un contrat client et empocher la commission. Oh oui, j'avais des preuves de ça aussi. Absolument tout. Alors, pendant qu'elle levait les yeux au ciel en préparant son petit spectacle du matin de Noël, son père était seul dans son bureau, en train de lire le rapport d'éthique que je lui avais remis. Un brandy dans une main, un stylo de luxe dans l'autre. Il a signé la révocation, puis m'a donné l'original. « Certain, a-t-il dit, si jamais elle oublie qui a bâti cette boîte. » Elle a oublié, pas moi. Brandon s'agita, mal à l'aise. « On ne peut pas, genre, contester ça au tribunal ou un truc du genre ?» L'avocat se leva lentement, délibérément. Il n'avait pas l'air compatissant, il se contenta de rassembler ses dossiers. « Vous pouvez essayer, » dit-il d'un ton plat. « Mais le vote de succession aura lieu quoi qu'il arrive. C'est automatique désormais. » Et il me regarda droit dans les yeux, sans colère ni ressentiment, mais avec respect et peut-être une pointe de peur. « Vous ne bluffez pas, n'est-ce pas ?» J'ai levé mon verre. « Joyeux Noël à tous. » Il partit sans un mot de plus, sa mallette à la main. Ma femme le suivit du regard. Ses lèvres remuèrent, mais aucun son n'en sortit. Ses mains tremblaient, non pas de froid, mais parce qu'elle réalisait qu'elle ne s'était pas simplement fait doubler. Elle venait de signer son propre arrêt de mort professionnel. Brandon se tenait toujours derrière elle, tout penaud, et murmura « Je croyais que tu avais dit que ton père s'en moquerait de tout ça. » Elle ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Nous savions tous les deux que son père y tenait énormément, surtout lorsqu'il était question d'héritage et du nom de famille. Et il venait de s'assurer que le sien ne soit plus qu'une note de bas de page. 3 mois avant ce matin de Noël, je me trouvais dans un bureau. Des livres reliés de cuir tapissaient les murs, mais personne ne les avait touchés depuis des années. Je faisais face à un homme qui m'avait dit un jour, sans détour, « Vous êtes assez intelligent, mais vous n'êtes pas né avec l'intelligence du rang. » Mon beau-père, Gregory Thornton, actionnaire majoritaire silencieux. Un self-made man, si l'on oubliait les 2 copieux fonds fiduciaires dont il avait disposé dès ses 21 ans. Nous ne nous étions jamais vraiment aimés. Un respect mutuel, peut-être, de l'affection, pas la moindre chance. Ma poignée de main était toujours trop ferme pour ses goûts de luxe, mon ton trop brusque. Il n'aimait pas ma façon de m'habiller pour les réunions de famille, ma manière de parler lors des dîners mondains, et surtout, il n'aimait pas que je refuse de jouer les gendres idéaux à lui baiser la main. Mais il y avait une chose que Gregory Thornton respectait plus que tout, l'ordre. Les lignes nettes, les contrats signés. 0 drame. Alors, quand je lui ai tendu une chemise remplie de photos de filature, d'impressions d'emails, de relevés de cartes magnétiques d'hôtel et de reçus de notes de frais, le tout horodaté à la minute près, daté et recoupé avec des données de localisation, il n'a pas fait de scène, il n'a pas hurlé. Il s'est simplement versé 2 doigts d'un vieux scotch, a fait glisser un verre vers moi sur la table en acajou et s'est assis lourdement. Je n'ai pas touché au mien. Je l'ai laissé là. Il a parcouru les pièces à conviction, page après page, silencieux et méthodique. Son visage était de marbre. De temps à autre, il fronçait légèrement les sourcils. Une fois, il a esquissé un sourire méprisant. Et une autre fois, lorsqu'il est tombé sur un SMS où sa propre fille me qualifiait de
Vieux moteur qui continue de bafouiller on ne sait comment, il a soupiré. Elle est devenue d'une négligence incroyable, a-t-il marmonné en repliant les documents dans la chemise. Imprudente. Sentimentale de la pire espèce. Je dirais plutôt qu'elle se croit tout permis, ai-je répondu d'une voix égale. Il n'a pas discuté. Au lieu de cela, il a ouvert le tiroir du bas de son bureau antique, en a sorti une enveloppe Kraft fatiguée qui semblait dater d'un autre âge, et l'a lâchée devant moi dans un bruit sourd. Elle était épaisse, jaunie sur les bords, scellée par un cachet de cire rouge. 2 faucons et un flambeau. Le sceau original de l'entreprise. Je ne lui ai jamais montré ceci, dit-il calmement. Une clause dont elle ignore l'existence. Un déclencheur. Je l'ai fait rédiger quand elle a nommé Brandon directeur des ventes l'année dernière. J'avais déjà un pressentiment. Pourquoi ne pas l'avoir utilisé tout de suite ai-je demandé. Il me regarda droit dans les yeux pour la première fois de la soirée. Parce qu'elle n'avait pas encore humilié la famille publiquement. Elle s'était contentée de m'insulter, moi, personnellement. Les insultes personnelles, je fais avec. Je l'ai fait toute ma vie. Mais le déshonneur public... Il poussa l'enveloppe vers moi. Délibérément. Utilisez-la quand vous en aurez besoin, si jamais elle essaie de trahir cette famille en public. Pas une seconde avant. Je la ramassai avec précaution. Elle semblait plus lourde qu'elle n'en avait l'air. Je ne suis pas votre soldat, dis-je, ni votre arme. Il s'adossa à son fauteuil, faisant tourner le reste de son scotch dans son verre. Non, dit-il, vous êtes bien plus dangereux qu'un soldat. Vous êtes patient. Et ce fut tout. Pas de poignée de main chaleureuse, pas de complicité, juste un accord glacial entre 2 personnes qui ne s'appréciaient pas, mais qui connaissaient la valeur des conséquences. J'ai ramené l'enveloppe chez moi ce soir-là, et je l'ai placée dans un coffre-fort ignifugé. Derrière l'acte de propriété de la maison et une photo de mon fils lors de son premier match de foot. Je ne l'ai plus regardé. Pas une seule fois. Pas avant ce matin de Noël. Les portes vitrées automatiques de Thornton Dynamics s'ouvrirent dans un sifflement à 13h37 précise. Elle ne s'arrêta même pas à l'accueil, elle passa en trombe. La sécurité et la panique avaient reçu leurs ordres de mission. Ses talons claquaient sur le sol en marbre comme des coups de feu. Dans le couloir, 4 cadres dirigeants firent semblant de ne pas la voir. L'un d'eux s'engouffra dans la cafétéria, son téléphone collé à l'oreille comme s'il faisait partie de son corps. Elle consultait les statuts de l'entreprise sur son propre téléphone, faisant défiler les pages d'un doigt tremblant, cherchant une faille, une échappatoire, la clause de succession, l'écriture de son père. Elle ne l'avait pas vue depuis sa première présentation aux investisseurs il y a des années. Cette clause n'était là que pour la forme, décorative, comme un blason familial que plus personne ne polit. Désormais, elle était un brasier. Elle atteignit le dernier étage. La salle du conseil d'administration se dressait devant elle, froide et silencieuse. Les lourdes portes en chêne étaient fermées, mais pas verrouillées. Elle ne prit pas la peine de frapper. À l'intérieur, 12 personnes étaient assises, guindées, autour d'une longue table grise. Pas d'ordinateur, pas de café, pas de bavardage. Juste des dossiers identiques devant chacun d'eux. Propres, délibérés, calculés. À l'autre bout de la table siégeait son père, immobile. Il ne lui jeta même pas un regard quand elle entra. Elle ouvrit la bouche pour parler, peut-être pour crier, peut-être pour exiger des explications. Mais la présidente de la conformité se racla la gorge avant qu'elle ne puisse prononcer un mot. « La séance est ouverte », dit la présidente d'un ton monocorde, totalement dénué d'émotion. « Asseyez-vous. » Elle referma brusquement la bouche et s'assit comme un automate sur la chaise vide. Le dossier devant elle était ouvert à une page précise. Une seule ligne était surlignée en jaune vif. Clause 7.3, déclenchée par un conflit d'éthique interne et un lien hiérarchique direct. Promotion sans supervision adéquate. Elle se glaça. La présidente ajusta ses lunettes et lut ses notes d'un ton professionnel.
Conformément à la clause de substitution, initialement déposée et mise sous scellé par l'associé passif Thornton et ratifiée au deuxième trimestre du dernier exercice fiscal, la nomination de tout cadre faisant l'objet d'une plainte d'éthique interne active ou en attente, si elle est co-signée par une partie liée sans consultation complète du conseil d'administration, constitue un motif de révision obligatoire de la succession. Ce n'est plus d'actualité, pensa-t-elle. C'était réglé, classé. Mais ce n'était pas classé. C'était acheté et enterré. Et voilà que l'affaire revenait d'entre les morts. La présidente poursuivit sa lecture. L'audit préalable démontre que la co-signataire, Madame Thornton, a approuvé la promotion de M. Brandon Mitchell au poste de direction alors qu'une plainte était en cours, sans la consultation obligatoire du conseil d'administration. Elle chercha le regard de son père, désespéré. Il ne l'avait pas regardé une seule fois. Il trônait là, immobile, telle une statue. La présidente reprit la parole, d'une voix calme et rodée. L'examen juridique confirme que la clause est exécutoire, ratifiée par un vote à la majorité, et qu'elle respecte toutes les normes de quorum. Nous invoquons désormais formellement un vote de succession obligatoire, avec effet immédiat. Nous allons maintenant désigner un successeur pour assumer les responsabilités de directeur des opérations par intérim. Elle marqua une pause, consultant ses notes. Le candidat désigné est M. Edward Hayes. Elle crispa la mâchoire. Edward, le directeur de la conformité. Le type le plus ennuyeux et le plus intègre de la Terre. Un presse-papier sur pattes, pensa-t-elle. Elle le lui avait jeté au visage une fois, lors d'un séminaire. Brandon essayait de le pousser vers la sortie. Et maintenant, Edward prenait la place de Brandon. « Des objections à cette nomination ?» demanda la présidente. Silence. « Attendez, lâcha-t-elle, vous ne pouvez pas simplement... »« Qui est pour la nomination ?» La présidente l'ignora. 12 mains se levèrent, y compris celle de son père. « Unanimité, adopté. » Le marteau frappa la table. C'était fini. À l'instant même où la succession était déclenchée, Brandon était évincé. Elle était suspendue, en attendant l'examen de conformité. Accès bloqué. Privilège de direction révoqué. Salaire suspendu jusqu'à la fin de l'enquête. La clause était brutale, précise, comme l'avis de décès d'un avocat d'affaires. On fit glisser une feuille devant elle. Elle la fixa. « Signez ici pour accusé de réception », dit la présidente. « Ce n'est pas un aveu, juste la confirmation que le vote a eu lieu et a été acté. » Elle regarda son père une dernière fois. Il esquissa un léger mouvement, but une gorgée d'eau. Il ne la regardait toujours pas, mais le coin de sa bouche tressaillit. Pas un sourire, juste les pièces du puzzle qui s'emboîtaient. Elle signa d'une main tremblante et se leva. Personne ne lui dit de partir, mais elle savait. En franchissant les portes vitrées, elle vit Brandon dans le couloir, l'air égaré. « Tu as pu l'empêcher » demanda-t-il. Elle ne répondit pas. Il ne posa pas d'autres questions. Il tendit son badge vers le lecteur. Le voyant clignota au rouge. Accès refusé. Le soleil se couchait quand elle s'engagea dans l'allée. L'air était froid, vif. Il s'accrochait au pain. Elle appuya sur la télécommande. Le portail ne bougea pas. Pas de bip, pas de vrombissement. Juste le silence. Elle appuya de nouveau sur le bouton, plus fort. Rien. Puis, un message s'afficha sur son tableau de bord. Accès refusé. Code de sécurité invalide. Sa main resta suspendue en l'air. Son cerveau refusait d'analyser l'information. Son code ne fonctionnait plus. Elle fit marche arrière, gara la voiture devant la grille et continua à pied. L'allée de pierre était déneigée et salée, efficace, stérile, professionnelle, comme si quelqu'un l'avait préparée pour des invités. Sauf qu'elle n'en faisait pas partie. Les lumières du perron s'allumèrent à son approche. Elle semblait accusatrice, comme si elle la jugeait. Un carton trônait sur le paillasson. Rien de sentimental à l'intérieur. Pas de bijoux, pas de lettres d'amour, pas même une brosse à dents. Juste des vêtements pliés, des articles de toilette de voyage et un cadre photo brisé.
Une photo passée de nous trois, elle, moi et notre fils, à une fête foraine d'automne, il y a 6 ans. Elle riait sur la photo. Moi, je regardais ailleurs. Scotchée sur la porte d'entrée se trouvait une enveloppe, blanche, unie, scellée avec du ruban de masquage bleu. Son nom était écrit en lettres d'imprimerie. Pas de chair, aucune chaleur. Elle l'ouvrit avec des doigts tremblants. À l'intérieur se trouvait une copie du contrat de mariage, mais pas la version simplifiée que son avocat avait parcourue du regard avant les noces. Celle-ci était couverte de notes, du surligneur jaune partout, des annotations dans les marges, des gommettes de couleur, comme si quelqu'un l'avait étudiée pour un examen de droit. Ses propres modifications étaient entourées en rouge. Elle avait totalement oublié le nombre de clauses spécifiques qu'elle avait exigées, à quel point elle s'était battue pour les inclure. Elle avait été si fière d'elle, si fière d'être aussi maligne. En cas d'infidélité prouvée, la résidence principale revient à l'autre partie. Article 14. Tout bien issu d'un héritage ou d'un trust familial est exclu du partage, sauf si la propriété est actée par écrit et signée. Article 17F. Si vous trompez votre conjoint et que la preuve en est faite, vous perdez tout droit sur les actifs de l'entreprise familiale. À l'époque, elle avait dit, d'un ton assuré, « Je veux juste protéger ce que j'apporte au mariage. » C'est tout à fait juste, avait-elle ajouté. Je m'étais contenté de hocher la tête et de signer, sans jamais discuter, pas une seule fois. Elle n'avait pas imaginé une seconde que cela se retournerait contre elle, mais c'était là, clair comme de l'eau de roche. En bas, une note de ma main. Photos jointes, dates incluses, liste des témoins pour preuve. Elle parcourut le dossier, de plus en plus décomposé. Reçu d'hôtel avec horaire, photos de surveillance datées. L'intégralité de ses échanges avec Brandon, imprimés. Des passages surlignés, dont un qui sautait aux yeux. Il ne se défendra pas. Il ne le fait jamais. C'est ce qui rend la chose si facile. Page suivante, un acte juridique, notarié, à effet immédiat. Elle eut un hoquet, lâcha les papiers, saisit la poignée de la porte. Elle ne tourna pas, verrouillée à double tour. Elle sonna comme une folle. Rien. Elle sonna encore, maintenit le bouton enfoncé, cogna contre la porte, puis martela de ses poings. La maison resta muette. À travers le verre dépoli, elle distinguait à peine le couloir, l'escalier, le coin d'un tapis de prix, familier, mais désormais totalement étranger. On aurait dit une exposition de musée. Le foyer n'existait plus, il ne restait que des biens immobiliers, et rien n'était à elle. Elle se saisit de son téléphone, m'appela, messagerie directe. Elle réessaya, désespérée. Toujours rien. Elle appela notre fils. Pas de réponse non plus. Ses jambes se dérobèrent. Elle s'assit sur la marche du perron, le froid s'insinuant en elle comme un châtiment. Elle fixa le carton, la porte close, le ruban adhésif bleu. Tout avait toujours été là, dans les contrats, les formulaires, les dossiers qu'elle avait à peine consultés tout en me souriant de l'autre côté de la table. Je ne l'avais pas piégée. Elle avait conçu le plan, signé chaque page, et je n'avais fait qu'appliquer ses instructions. Au matin, le silence n'habitait plus seulement la maison. Il était partout. Elle était assise sur le lit d'un hôtel bon marché, la couette repoussée, son téléphone brillant comme une bouée de sauvetage qui ne tenait plus. Elle fit défiler ses contacts, le pouce hésitant sur des noms qui, autrefois, signifiaient quelque chose. Vieilles amies de brunch, collègues qu'elle avait formés, amies de lycée qu'elle n'avait pas pris la peine de supprimer. Appel. Pas de réponse. Appel. Messagerie. Appel. Ce numéro n'accepte pas d'appel pour le moment. Même sa sœur. Sa sœur ne décrocha pas. Ça fit mal. Elles se parlaient tous les dimanches, un verre de vin à la main, à se plaindre de leur mari. L'ironie lui donna envie de vomir. Enfin, elle réussit à joindre quelqu'un. Jennifer, sa coloc de fac, désormais dans la gestion de fortunes privées, le genre de personne dont la voix donne toujours l'impression qu'elle tient un latte à la main. Et
souffla-t-elle soulagée. Dieu merci, quelqu'un répond. Un long silence. Puis Jennifer parla, prudemment. J'ai entendu pour le vote du conseil d'administration. C'est partout. Elle essaya de paraître détachée. Oh oui. C'est en cours de traitement, des histoires juridiques. Un autre silence, plus long celui-là. Tu devrais savoir quelque chose, dit Jennifer à voix basse. Tes emails circulent, des messages internes, de ta boîte. Son cœur se serra. Comment ça? Transférer, partager, divulguer. Il y a une chaîne de mails, une longue. C'est illégal. Les RH s'en occupent, mais je me suis dit que tu devais voir ça. Un message s'afficha. Objet, juste pour que tu sois au courant. Elle l'ouvrit, la mort dans l'âme. Une capture d'écran en haut, son nom, celui de Brandon. L'objet, le plan d'action. C'était un fil Slack. Canal privé, archivé, mais pas supprimé. Brandon. Il est inoffensif, je l'observe depuis des années, il ne réagit à rien. Elle. Exactement, c'est pour ça que ça va marcher. Il ne proteste jamais, trop vieille école. Il signe et il disparaît. Donc on est bon pour vider le patrimoine avant le 4e trimestre? Elle prépare déjà les dossiers, il ne s'en rendra même pas compte avant que son badge ne fonctionne plus. Utiliser la passivité du vieux, c'est la seule chose qui a rendu tout ça supportable. En dessous, quelqu'un avait surligné son message. Utiliser la passivité du vieux. Elle lâcha le téléphone comme s'il l'avait brûlé. Le vieux, son mari. Elle n'avait pas voulu être cruelle, pas vraiment. C'était juste une blague, un truc dit à un collègue. Mais les blagues restent, surtout celles qui tournent mal et s'étalent lors d'un audit des emails de l'entreprise. L'appel tomba juste avant midi, au moment même où elle avait presque réussi à se convaincre qu'elle pourrait arranger les choses. Son téléphone vibra. Enfin, son avocat, Mitchell Barnes. Un requin, hors de prix, et qui, jusqu'à hier, était absolument certain qu'elle avait toutes les cartes en main. « Mitchell ?» répondit-elle, s'attendant à un plan. Il soupira, un vrai soupir. « Je ne peux plus vous représenter. Je mets fin à notre contrat. » Les mots ne percutèrent pas immédiatement. « Pardon ? J'invoque l'article 5C. Résiliation suite à la découverte d'une fausse déclaration substantielle et irréconciliable de la part du client. » Sa voix se fit tranchante. « Quelle fausse déclaration ?» Un nouveau silence. « J'ai tout lu. » Les documents, les transferts de propriété, les emails que tu envoyais du bureau, les rapports de conformité, le contrat de mariage que tu l'as forcé à signer avec tes annotations, les messages Slack, la note sur la façon de vider la succession. Tu lui as tout livré sur un plateau. Alors, c'est tout? Tu laisses tomber, comme ça? Je me protège, dit-il calmement. Si je reste, je risque d'être entraîné dans la chute. Tu sais qui il a engagé? Lawrence Mitchell. Elle se figea. Mitchell était un avocat célèbre pour sa capacité à broyer ses adversaires. Mitchell, attends. Tu t'es sabordée toute seule il y a des mois. Tu ne t'en es juste pas rendu compte. Il raccrocha. Au tribunal, le greffier fut aimable, mais ferme. Elle tentait de déposer une demande d'ordonnance d'urgence sur la maison. Il tapa son nom, puis s'arrêta. « Votre nom n'est pas sur le titre de propriété. »« C'est notre maison. » Il ouvrit un PDF et tourna l'écran vers elle. Acte original de 1989, transféré dans une fiducie familiale en 2004 au nom de votre mari. Vous avez signé un acte de renonciation en 2015. Vous avez abandonné tout droit pour éviter les délais de procédure. Elle se souvint de ce jour-là. Leur fils avait de la fièvre, ils étaient pressés. Le notaire avait dit « Signez juste ici et on en finit ». Ça ne semblait pas important à l'époque, mais nous sommes mariés, ça devrait compter. Vous pouvez toujours essayer. Mais légalement, vous n'avez jamais été propriétaire, pas une seule fois. Le mot « jamais » la percuta de plein fouet. L'enveloppe arriva quelques jours plus tard, sans un bruit. Un papier vert sapin, épais, scellé à la cire rouge. À l'intérieur, le blason de la famille Thornton, une carte de vœux, papier glacé, professionnel.
Elle sur le perron, son fils à ses côtés, ses bras autour d'elle. Et Gregory Thornton, son père, un verre à la main, affichant un vrai sourire. Sous la photo, en calligraphie élégante, « Merci pour le cadeau ». Nous avons tourné la page. Un autre feuillet tomba. Un document juridique, tamponné. Avis de décaissement. Réallocation du trust familial Thornton selon la clause 14D. Retrait pour cause de déshonneur public et violation du code de conduite familiale. Tous les paiements en attente et à venir destinés à Thornton seront versés aux bénéficiaires 2 et 3. Son nom avait disparu, effacé, même pas mis en gras, juste supprimé. Elle était l'héritière, la fille unique. Et maintenant, rien. Elle ne figurait plus sur la liste, elle était évincée. Pas par colère, mais parce que la honte publique, était le seul péché que son père ne pouvait pardonner. Ce n'était pas une vengeance, c'était une extraction, planifiée, propre, chirurgicale. Quelques jours plus tard, elle se rendit chez son père. La grille était ouverte. Elle n'attendit pas, bouscula les portes. Le bureau de son père était éclairé. Il se tenait près de la fenêtre, versant du thé d'une main sûre. Le même pull, le même calme. Elle claqua la porte. « Tu es allé trop loin. » Il ne se retourna pas. « Non, c'est toi qui l'as fait. Tu m'as effacé de tout. » J'ai déposé une mise à jour. L'effacement suppose la malveillance. Ici, ce n'était que de la procédure. Tu lui as tout donné pour me détruire. Il ne t'a pas détruite, il t'a révélée. Tu l'as choisi, lui, plutôt que ta propre fille. Cette fois, il se tourna vers elle, pas furieux, juste vieux et las. Je ne l'ai pas choisi, j'ai choisi la dignité. Il posa la théière. Tu te moquais de lui parce qu'il était discret, parce qu'il était constant. Tu plaisantais sur l'idée de vider le patrimoine. Je t'ai élevé pour gagner par la compétence, pas pour le spectacle. On dirait que je t'ai trahi. C'est le cas, trancha-t-il, laissant paraître sa seule émotion. Tu pensais qu'il s'agissait d'un mariage. Il s'agissait de la famille, de ce que notre nom signifiait. Tu as pris un homme qui n'a jamais cherché la reconnaissance, qui n'a jamais eu besoin d'attention, et tu en as fait une risée. Tu as humilié quelqu'un qui portait le nom de cette famille mieux que tu ne le pourras jamais. Il n'est pas de ton sang. Le regard de son père se fit glacial. Non, en effet. Mais quand les choses ont mal tourné, lui a bâti un mur. Toi, tu as craqué une allumette. J'étais ta fille. Tu l'es toujours. Mais cela ne signifie pas que tu échappes aux conséquences. Elle jeta la carte sur son bureau. C'était cruel. C'était une conclusion. Tu n'as même pas de regrets? Je regrette de ne pas t'avoir appris plus tôt combien coûte la honte. Le silence envahit la pièce. Dehors, des feux d'artifice éclatèrent. C'était le nouvel an. Elle se détourna pour partir. Sur le seuil, elle s'arrêta. Tu penses vraiment qu'il méritait tout ça? Son père ne la regarda pas. Il se contenta de siroter son thé. Il n'a jamais levé la main sur toi. Il n'a rien demandé, jusqu'à ce que tu lui prennes tout. Elle s'engagea dans le couloir, le bruit de ses pas résonnant dans le vide, seule. Pas parce qu'il la haïssait, mais parce que le silence dont elle s'était moquée avait fait son œuvre.